Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là avec vous et puis très honoré de l'invitation pour faire cette conférence d'ouverture. Alors pour cette euh, intervention initiale, on va essayer de démarrer tranquille, hein, et puis essayer, si possible, bon, je vais parler de travaux des neurosciences cognitives de la musique, mais je voudrais quand même que ça soit un tout petit peu ludique, si possible. Pas faire un catalogue de travaux qui serait assez indigeste. Donc, pour simplement m'identifier, je suis professeur de psychologie à l'Université de Caen. Je dirige depuis maintenant janvier 2022 une unité de recherche INSERM qui s'appelle Neuropsychologie Imagerie de la mémoire humaine. Et je précise toujours, parce que c'est important de savoir qui parle, que je ne suis pas médecin, je suis psychologue de formation, donc j'ai un doctorat de psychologie. Et donc, j'ai fait mes travaux de recherche sur les liens entre musique, cerveau, neuroplasticité et application de la musique dans des contextes cliniques. Alors, le cerveau aime le groove. J'ai voulu prendre un petit titre un petit peu sympathique, un petit peu simple, ce que je ne me serais pas forcément permis il y a quelques années. Je pense qu'on est à un moment de transition qui est extrêmement passionnant. Je vois entre donc les travaux qui ont commencé à émerger au cours des années 1990, début des années 2000, sur les liens entre cerveau et musique. Et puis maintenant, ce qui est en train de se passer, je trouve que c'est très satisfaisant parce que les travaux, on va dire, de neurosciences cognitives de la musique, utilisant notamment les techniques de neuroimagerie, ont apporté des éléments intéressants, mais qui restaient quand même largement simplistes, et ça l'est encore, parfois caricaturaux, et ça l'est encore. Et il faut avancer petit à petit pour arriver à pouvoir dire des choses sur la musique et les liens avec le cerveau et le corps. Parce que quand je parle de cerveau, c'est vrai que moi je fais un raccourci, c'est-à-dire que pour moi le cerveau c'est aussi le corps, hein. Donc je n'imagine pas que, et je pense que vous imaginez pas non plus, et votre identité c'est pas celle d'un cerveau qui flotte dans l'air, hein. Donc clairement. On a tous un cerveau, mais évidemment, il est logé quelque part dans un corps. Et ce corps, il a une identité plus que notre cerveau lui-même. Notre cerveau, il n'a pas d'identité. Une identité indirecte, on va dire. C'est assez étrange d'ailleurs, pour la première fois, quand on voit une image de son cerveau, hein. Ça m'a fait penser à la même chose. Alors, la métaphore est un peu bizarre, vous allez me dire. C'est que, alors ça c'est du côté de mon expérience, ça m'a fait un peu la même chose quand en fait, j'ai eu mon premier enfant. C'est-à-dire, on m'a apporté un bébé, parce que je n'ai pas pu assister à l'accouchement pour des raisons diverses, et des raisons techniques, on va dire. Et donc, on m'a apporté un bébé, et on m'a dit, ça c'est votre enfant. Ben, quand vous voyez votre cerveau, on dit, oh, il y a quelqu'un qui arrive et dit, ça c'est votre cerveau. Ben, d'accord. Mais vous êtes sûr, hein, vous n'êtes pas trompé dans les. Donc voilà, c'est un peu toujours surprenant de. Bon, vous allez me dire, hein, c'est pareil pour tous les autres organes du corps internes, hein. Ça, c'est votre cœur, ça, c'est votre foie. Bon, ok. C'est comme ça. Alors, je vais vous parler donc de travaux plus ou moins récents, et de ce que je trouve assez passionnant, c'est aujourd'hui, on arrive à aller vers des frontières, en fin de compte, de la compréhension des mécanismes neurophysiologiques, neuropsychologiques, de l'effet de la musique sur le corps et le cerveau, qui sont de plus en plus fins et passionnants. Alors, hop, je vais commencer par des choses convenues. La musique, on dit, c'est l'art du temps. Alors, les musicologues, les gens qui travaillent sur l'histoire de la musique, ils vont dire, bah oui, l'aspect temporel de la musique, bah, ça s'exprime
dans la partition. Alors, la partition, c'est un phénomène relativement récent. Ça s'exprime dans le jeu de l'interprète. C'est déjà plus intéressant par rapport à ce qu'on a à se dire aujourd'hui. Et puis, c'est le temps aussi ressenti par l'auditeur. Oui, tout à fait. Il faudrait éventuellement relier ces éléments-là. La partition, véritablement, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser ici, bien évidemment. Bon, tout ça, OK, mais ce n'est pas ça vraiment qui nous intéresse. C'est que la musique, elle est associée au mouvement. Et je vais surtout essayer de faire des liens entre la musique, c'est associé aux émotions, et la musique, c'est associé au mouvement. Et je pense que tous ces liens-là, vous les avez faits depuis fort longtemps, mais ce n'est pas inutile de voir aujourd'hui comment ils sont réinvestis, comment ils sont, en fin de compte, étudiés dans des contextes, je dirais, de mon approche de neuropsychologie et de neurosciences cognitives. Une petite vidéo pour commencer. Vous connaissez certainement des vidéos qui ont circulé sur Internet. Il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent à l'effet de la musique chez l'animal et qui essaient de voir si on a des exemples d'animaux qui arrivent à se synchroniser sur le rythme de la musique, sur la pulsation. Et ce n'est pas forcément évident parce que, en fait, pour une même espèce, on s'aperçoit qu'il y a certains animaux qui le font, d'une espèce donnée, puis d'autres qui ne le font pas, en fait, comme s'il y avait une variabilité interindividuelle. Alors, il y a des animaux qui ont des personnalités particulières. Alors, il y a donc un cacatoès qui s'est rendu extrêmement célèbre, c'est Snowball, et qui se dandine sur le rythme. Alors, ça, vous l'avez peut-être déjà vu, cette petite vidéo du Guardian montre que, en fait, les scientifiques qui ont étudié cet oiseau ont repéré tout un tas de répertoires, en fin de compte, de mouvements qu'ils réalisent. C'est des vraies chorégraphies. On connaît bien les chorégraphies des oiseaux lors des chorégraphies pour attirer, matrimoniales, entre guillemets, pour attirer des femelles. Donc, vous allez avoir... Il est bien en phase avec la pulsation. On n'entend pas le son de la vidéo. Alors, pour les gens à distance, non, voilà, on recommence parce que pour les gens à distance, il faut qu'on mette une option pour que vous entendiez le son des vidéos et de l'ordinateur. Je masque ça. Et on continue. Hop, si ça veut bien. Donc ça, c'est le mouvement de base qu'il fait quand il marque le rythme. Mais en fait, quand il marque le rythme, il va faire tout un tas de mouvements. Donc le répertoire est assez intéressant. Ça, c'est son répertoire principal. Ça, j'adore. Alors, des fois, c'est un peu subtil. Voilà. Donc, Snowball, alors, ce que je vous dis, ça c'est un animal assez étonnant et exceptionnel parce qu'en fait, tous les cacatoès ne font pas ça. Et c'est ça qui est intriguant. Il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent aussi à savoir si, par exemple, les primates, les grands primates, arrivent effectivement à battre la mesure donc de manière régulière, etc. Est-ce qu'ils se synchronisent sur le rythme quand ils entendent une pulsation?
Et ce n'est pas très clair parce que en fait, les travaux montrent que en fait, les primates n'arrivent pas toujours à battre le rythme, à battre la mesure. Ce n'est pas une activité qu'ils font naturellement de manière très efficace. Et pourtant, vous avez peut-être vu ça, il y a plein de travaux d'éthologie sur les capacités des grands primates et sur, par exemple, des tâches de détection de cibles sur des écrans où il faut, en fin de compte, même des tâches de mémoire de travail, en fait, ils sont beaucoup plus rapides que nous. Hein, ils sont extrêmement rapides sur la détection perceptive. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils sont très à l'aise avec l'idée de synchronique. Alors, du coup, on se dit, alors c'est inné, c'est acquis, ça s'apprend. Snowball, on n'a pas l'impression que, bon, voilà, il ait eu un apprentissage, mais est-ce qu'il a imité quelque chose? Ça, c'est intriguant. Alors, pour faire de la musique, on a besoin donc de quelques compétences qui sont effectivement potentiellement liées à des régions de notre cerveau qui vont permettre de les exprimer. Je reprends ici un schéma qui avait été fait pour un numéro de Cerveau et Psycho en avril-mai 2015, qui avait été coordonné notamment par Olivier Houdet, qui est un psychologue assez connu en psychologie du développement. Et ils avaient, vous savez, dans les modèles où il y a des modèles d'intelligence multiple, eh bien, on va avoir l'intelligence logico-mathématique, etc., hein, donc l'intelligence corporelle et spatiale. Et ils ont envisagé une intelligence musicale, rythmique. Donc, comme si, en fin de compte, pour être capable d'entendre, comprendre et faire surtout de la musique, on avait besoin de capacités particulières qui ne seraient pas mobilisées dans d'autres activités. Déjà, ça pose question potentiellement. Et ce qui m'avait tout de suite choqué quand j'avais vu ce schéma-là, donc on peut dire oui, ben évidemment, il y a les régions du cervelet qui décodent certaines informations musicales, les régions auditives forcément, les régions hippocampiques liées à la mémoire, le cortex préfrontal pour la prise de décision, la régulation, etc. Mais en fait, il y a un truc qui m'a tout de suite surpris, c'est qu'il n'y avait pas le cortex moteur. Ah ben tiens, le cortex moteur, il s'est cassé la figure là, sûrement, je sais pas. Normalement, il est là. Donc, il n'y avait pas de cortex moteur. Alors, je me suis dit, mais quand même, le couplage auditivo-moteur dans l'apprentissage musical, c'est quand même un petit peu important. Mais on n'avait pas considéré, enfin les auteurs n'avaient pas considéré que c'était à mettre dans l'intelligence musicale. Donc, sans doute, et ça c'est une vieille histoire hein, de la psychologie, avec cette représentation que tout ce qui est coordination motrice, motricité, mémoire du corps, ce n'est pas de l'intelligence. C'est pas intelligent tout ça. Alors que, bon, c'est quand même pas trivial. Alors, on a fait une mini-revue là, qui vient d'être publiée dans la revue de neuropsychologie, où on reprend avec des collègues effectivement quelques éléments sur la neuropsychologie du rythme musical, comment on distingue différents niveaux en fin de compte du rythme, et surtout ce qui nous intéressait, c'est de rappeler les travaux donc cliniques sur le fait qu'il y avait des patients qui pouvaient avoir des atteintes spécifiques de la perception du rythme. Il y a un très joli cas clinique qui est assez étonnant, qui avait été publié il y a longtemps, en 1980. C'est Mavlov et collaborateurs. C'est un patient qui, à la suite de lésions cérébrales, en fait, était plus capable de percevoir, de distinguer, de discriminer en fin de compte le rythme, c'est-à-dire de percevoir la pulsation et de faire en fin de compte des regroupements d'éléments. Et la chose qui était super intéressante, c'est qu'en définitive, la perception en fin de compte de la segmentation du rythme dans la musique était altérée, mais était aussi altérée quand on lui présentait en fin de compte des séquences rythmiques sous la modalité visuelle ou sous la modalité tactile. Donc, en fait, il avait vraiment perdu quelque chose de la capacité dans son cerveau à pouvoir faire une analyse segmentaire donc, de l'information, que ce soit en modalité visuelle, auditive ou tactile. Et donc, on cite là, quelques travaux récents sur en fait, rythme musical et synchronisation neuronale, sur lesquels je vais revenir un petit peu.
parce que là, véritablement, il y a tout un tas de travaux sur comment les rythmes cérébraux se synchronisent avec la pulsation et le rythme de la musique, qui sont extrêmement intéressants qui donnent lieu notamment à des applications. C'est pour ça que ça nous intéresse, nous, d'un point de vue neuropsychologique, c'est que ça va donner aussi lieu à des applications, alors qui sont déjà connues dans le domaine notamment de la maladie de Parkinson, hein, donc pour l'entraînement effectivement à la marche, etc., mais qui sont de plus en plus intéressants aussi dans la prise en charge d'autres pathologies, et notamment donc à la suite d'AVC ou de trauma crânien chez les patients qui ont des héminégligences. Et vous allez entendre parler de sonification après moi. Hein, et je pense que ça fera le lien tout à fait avec ce que je suis en train de vous dire. Alors, dans le cerveau des musiciens, si on leur demande de lire soit une mélodie, soit en fin de compte la dimension rythmique d'une partition, on voit que les régions cérébrales qui sont impliquées dans la lecture rythmique, ici en rouge, ne sont pas évidemment tout à fait les mêmes que pour la lecture mélodique. Donc, on peut dire qu'il y a effectivement des réseaux cérébraux, des régions qui prennent en charge la dimension rythmique de la perception musicale de manière assez spécifique. Alors, chez l'auditeur tout venant, c'est tout à fait vrai, qu'on soit musicien ou non musicien, on va avoir la participation donc des régions préfrontales comme l'aire de Broca, le cervelet et d'autres régions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le rythme en musique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce qu'il y a deux dimensions principales. Il y a la dimension liée au fait de pouvoir faire des regroupements et identifier qu'il y a des patterns qui se répètent. Et puis, il y a le fait d'extraire une pulsation. Alors, j'ai dit qu'on allait essayer de jouer un peu. Bon, voilà, pattern. Ça qui se répète. Et puis après, on va pouvoir superposer des couches. Et après, vous allez pouvoir mettre la mesure. Et on peut découper les choses après. Donc, I'm a Man, le groupe Chicago, enfin la version du groupe Chicago 1969. Voilà. Donc, en fait, vous avez plein en fin de compte, d'activités cérébrales qui sont, vous voyez à quel point ça peut être complexe, hein, l'aspect rythmique en musique. Donc, et du coup, on n'est pas surpris qu'il n'y a pas une petite région du rythme ou de la pulsation dans le cerveau, mais c'est en fait tout un réseau assez complexe. On va arrêter. Et il y a pas mal de travaux justement sur quels sont ces réseaux et qui montrent évidemment qu'on va retrouver des régions sous-corticales, et elles sont connues depuis longtemps hein, pour avoir un rôle effectivement de détection de la pulsation et de synchronisation sur une pulsation, ce qui peut expliquer que ces régions sous-corticales, elles sont aussi potentiellement utilisables par tout un tas d'espèces animales autres que nous pour pouvoir faire ce travail de synchronisation sur la pulsation. Et puis, quand on rentre dans quelque chose d'un peu plus sophistiqué, quand on parle de groove, le groove, c'est effectivement le sentiment subjectif que la musique vous donne envie de bouger, donne envie du mouvement, hein, donc ça balance. Hein, donc, eh bien, il y a des travaux un peu récents qui montrent que cet aspect lié au groove, il engage au niveau cérébral des régions assez importantes, et notamment des régions préfrontales, et que c'est en fin de compte une analyse assez sophistiquée. Hein, ce n'est pas basique de chez basique, et que, évidemment, il y a une variabilité interindividuelle sur la sensation de groove et le fait qu'on trouve ça plaisant. Plus, en général, on est capable de détecter le groove, plus on a tendance à trouver de l'agrément dans la musique qu'on écoute. Donc, il y a un lien, effectivement, entre le plaisir ressenti, l'émotion liée à la musique, et le fait d'être capable de détecter que ça balance, entre guillemets. Alors, autre chose hyper intéressante, alors, ce papier-là, c'est un collègue chercheur de l'unité qui nous l'a envoyé hier ou avant-hier. Il est sorti il y a quelques jours. Donc, c'est une des revues
de la revue Nature, et qui est assez amusant au niveau de sa méthodologie. Ici, on demande à des sujets donc, de faire une tâche de synchronie donc, qui essaie effectivement d'être en phase sur un rythme, sur une pulsation. Très bien. Et on regarde en fait leur capacité à le faire, et surtout on regarde un indice qui est assez nouveau. On regarde en fin de compte la contraction pupillaire. Autrement dit, avec de l'eye tracking, c'est-à-dire des appareils qui permettent de suivre le mouvement des yeux, mais aussi d'analyser la dilatation en fin de compte, vraiment microscopique, hein, quasiment, de la pupille. Et en fait, quand vous êtes très attentif au rythme, c'est-à-dire les personnes qui sont d'autant plus en capacité de se synchroniser avec le rythme, eh bien, ils ont effectivement des battements, en fin de compte, ils ont une synchronisation pupillaire qui est d'autant plus apparente. Et la deuxième partie de l'expérience, elle est encore plus passionnante. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait écouter un texte qui est lu hein, donc par une personne qui doit lire un texte, en fin de compte, en suivant un rythme. Donc, vraiment un texte cadencé. Et ils ont enregistré les oscillations pupillaires, hein, donc les dilatations de la pupille en lien avec, en fin de compte, le rythme qu'ils devaient suivre de la personne qui lit le texte et des personnes qui vont écouter, en fin de compte, ce locuteur. Et ce qu'ils perçoivent, c'est qu'en fait, il y a une synchronisation des ouvertures pupillaires, c'est-à-dire entre l'auditeur, donc entre le locuteur et l'auditeur, en fait, ils se synchronisent au niveau, en fin de compte, de la perception du rythme, hein, de la pulsation. Et on le sait, non pas par le fait qu'on a mesuré ça dans le cerveau, mais par le fait qu'on a mesuré ça par, en fin de compte, l'augmentation très, très fine de l'écartement pupillaire. Donc ça, c'est assez original. Ouais, ça montre qu'on commence à avoir des nouvelles méthodes, des nouveaux indices pour se rendre compte de ces phénomènes hein, de synchronie. Alors, il y a aussi pas mal de travaux sur l'expertise musicale et la perception du temps. Bien sûr, plus on est un musicien entraîné, plus on attend que vous soyez en capacité d'être pertinent dans des tâches, en fin de compte, où il faut être précis sur la synchronisation temporelle. Donc ça, en soi, ça n'a rien de révolutionnaire. Donc les musiciens font mieux que les non-musiciens. Et ça va être d'autant plus vrai si, en plus, on est un musicien qui travaille un instrument, en fin de compte, lié au rythme, comme les percussionnistes. Donc, les percussionnistes ont un avantage, effectivement, par rapport, bien sûr, à d'autres musiciens, et a fortiori par rapport à des non-musiciens, c'est-à-dire que leur niveau d'efficacité sur des tâches à la fois de perception et de synchronisation rythmique sont supérieurs. Donc, ça signifie qu'effectivement, on peut certainement avoir un substrat assez inné hein, de nos capacités à détecter la pulsation. On voit que ça existe plus ou moins chez les animaux. On sait bien que chez les bébés, c'est déjà potentiellement présent. Il y a des bébés qui se dandinent en rythme, etc. Beaucoup d'observations montrent que même avant de savoir marcher, il y a des bébés hein, qui arrivent à synchroniser sur le rythme. Après, ce qui est toujours compliqué hein, dans les exemples de vidéos de bébés, parce qu'on en a aussi plein hein, qui viennent de familles, etc., c'est qu'on ne sait pas très, très bien dans quelle mesure c'est en fin de compte un comportement spontané ou un comportement d'imitation. Donc, on reste un peu à boucler, à être sur notre faim, à pas savoir si en fin de compte ça s'exprime de manière vraiment naturelle ou si ça nécessite un apprentissage. Alors, justement, puisqu'on parle de musicothérapie, l'effet thérapeutique de la musique entre émotion et synchronisation. Aujourd'hui, effectivement, la dimension liée à la synchronisation sur la musique et ce qui permet effectivement d'avoir un effet thérapeutique grâce à la musique et reprend beaucoup d'intérêt alors qu'on était surtout sur une explication purement émotionnelle. Alors, qui n'est pas incompatible avec l'hypothèse liée à la synchronisation.
souvent, on a dit pourquoi la musique fait du bien, elle régule notre humeur, etc. Parce que quand on l'écoute, ça nous fait plaisir, parce qu'on entend une musique qu'on aime bien, que ça nous rappelle effectivement quelque chose d'un point de vue mémoriel, que c'est culturel, etc. Que ça stimule donc le circuit de la récompense et que ça libère donc de l'ocytocine, de la dopamine, et que tout ça donc explique particulièrement les effets de neurorégulation observés en clinique, notamment le fait que c'est une activité qui est plaisante pour beaucoup de patients, qui va être justement très efficace aussi dans des contextes où il ne s'agit pas de bouger d'ailleurs, puisque notamment dans les soins palliatifs ou dans les douleurs chroniques, on considère que c'est l'aspect hédonique ou plaisant qui constitue le facteur principal qui permet la diminution notamment des médicaments antidouleurs. Donc on n'imagine pas que ça a à voir effectivement avec des phénomènes de synchronisation. Alors, sans doute pas, on est bien d'accord, hein, parce que en soins palliatifs, les patients ne dansent pas très, très fort, hein, donc sur la musique, on est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire que leur système nerveux et leur système cardiovasculaire n'est pas sensible en fin de compte à ces effets-là. Et on sait très bien que pour les musiques de relaxation, c'est quand même largement ça qui joue, c'est-à-dire la capacité effectivement à la musique de capter effectivement le système cardiovasculaire et le système parasympathique, et puis d'arriver en fin de compte à obtenir une baisse des battements cardiaques, de la tension artérielle. On va y revenir. Alors, le plaisir en musique. Le plaisir en musique, oui, c'est complexe parce que c'est quelque chose qui est lié largement à la mémoire, aux capacités d'anticipation et à ce qu'on va apprécier effectivement dans une musique. Alors, on va continuer à jouer un petit peu. Ça, je vous fais un petit peu ce qui a été proposé dans cette étude. En fait, dans cette étude, on fait écouter 30 secondes d'une musique. Et ensuite, il y a une question qui est posée. Voilà. Donc, 30 secondes. Ça paraît long hein, déjà. Donc, et au bout de 30 secondes, on arrête. Donc, il peut y avoir un côté un peu frustrant d'ailleurs de l'exercice. Et on demande aux gens combien seriez-vous prêt à payer pour entendre la suite? C'est une étude américaine, hein, non. Donc, il y a plusieurs sommes qui sont proposées. Et on voit que plus vous êtes intéressé par la musique, parce que là, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'ils font écouter des musiques qui ne sont absolument pas connues des gens. Plus effectivement, vous êtes prêt à mettre une somme élevée, plus on voit que c'est corrélé avec l'activité de votre circuit de la récompense, que vous anticipez une récompense, c'est-à-dire vous anticipez que ça va vous plaire, qu'il va se passer quelque chose, qui va effectivement être plaisant dans cette musique. Donc, je pense qu'il y en a un certain nombre qui la connaissent, celle-là. On me fait mon premier an. Ouais, c'est donc dans l'album Pet Sound des Beach Boys. Voilà, donc c'est pas récent non plus cette histoire. Alors, le frisson musical, c'est compliqué, hein, le plaisir musical, parce qu'en fait, c'est lié à différents facteurs. Il y a des facteurs sensoriels, vibratoires, qui sont de mieux en mieux explorés. Il y a des facteurs qui sont super importants liés à la mémoire, à l'anticipation, au fait de pouvoir imaginer la suite, hein, et la récompense qu'on peut en avoir. Et puis, il y a une dimension très culturelle et esthétique qui se construit autour de ça, évidemment. Alors, est-ce que c'est universel, ces aspects liés au décodage des émotions? C'est une question compliquée, c'est oui et non en fait. Ce qui est universel, c'est qu'on trouve en fin de compte, ça il n'y a pas de contre-exemple jusqu'au jour où on en trouvera un, mais on n'a pas trouvé en fin de compte de civilisation humaine, de groupe humain de par le monde, depuis qu'on fait des études sur ce sujet, évidemment, où il n'y ait pas de pratique musicale ou de pratique vocale, en tout cas, même si le concept de musique a des contours un peu différents, on trouve de la musique dans toutes les cultures humaines. Donc, on va se dire, ok, ça c'est universel, mais pour les émotions, c'est potentiellement universel, mais très, très vite culturel en définitive. Alors là, dans cette étude, Thomas Fritz est allé en immersion pendant
plusieurs mois, il a passé plus d'1 an, en fait, avec des bergers Mafa, qui sont une tribu d'Afrique équatoriale. Et à l'époque où il est allé, les bergers Mafa vivaient complètement isolés, ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas de radio, pas de télé, et ils n'avaient aucune exposition à la musique occidentale. Donc, il leur a proposé d'écouter des morceaux de musique occidentaux et puis de pointer sur des visages l'expression faciale qui, pour eux, correspondait à l'émotion produite par la musique. Donc, il s'était évidemment assuré que les expressions faciales déjà étaient bien comprises. Quand on dit la joie, on est d'accord, le visage de la joie, c'est bien ça, le visage de la tristesse, c'est bien ça, le visage de la peur, c'est bien ça. En fait, il a vu que les Mafa arrivaient à catégoriser ces émotions au-delà du hasard, hein, moins bien que évidemment des sujets occidentaux tout venant, parce que ce qu'il a présenté sont des musiques, alors c'est pas, là j'ai pas d'extrait, ce sont des musiques jouées au piano, un peu comme ce qu'on jouait au piano dans les films muets. Hein, vous savez, donc quand c'est joyeux, c'est les petites valses joyeuses. Et puis, quand ça fait peur, hein, c'est, vous savez, le piano, pom, 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 pom. Voilà, bon, les cavalcades, etc. C'est très stéréotypé, très occidental. Et malgré tout, les Mafa, ils ont réussi à trouver là-dedans quelque chose qui correspondait effectivement à des sentiments et au-delà du hasard. Mais ce qui marche le mieux, et c'est ça qui est intéressant, ce qui marche le mieux dans cette histoire, c'est la détection de la joie. Et Thomas Fritz, évidemment, s'est interrogé là-dessus. Et en fait, les Mafa, ils ont des flûtes, alors ils ont des pratiques musicales, donc ils ont des flûtes pas faciles à chanter, à jouer, pardon. Mais en fait, il s'aperçoit, Thomas Fritz, quand il interroge les Mafa en disant, bon, la musique, quand est-ce que vous faites de la musique, à quel moment la musique intervient dans la vie, etc. En fait, ce qu'il lui raconte, c'est que la musique n'arrive qu'à des moments joyeux de la vie sociale. Autrement dit, la musique chez Mafa, c'est que quand on est joyeux, et on ne met jamais de musique quand on est triste. On ne met jamais de musique, effectivement, pour souligner la tristesse. Il y a pas, c'est pas culturellement, en fin de compte, dans la perspective des Mafa. Donc là, du coup, il y a un aspect qui est intéressant, c'est qu'ils ont plus de mal avec justement la peur ou la tristesse. Or, c'est un peu logique d'une certaine manière, parce que la tristesse, la musique triste, ça n'a pas de sens tellement pour eux. Alors que la musique joyeuse, beaucoup plus. Et ils reconnaissent quelque chose dans la musique joyeuse qui veut dire qu'ils expriment par leur musique aussi, puisque Thomas Fritz a enregistré aussi la musique des Mafa, ils proposent dans leur musique quelque chose où il y a des paramètres qui correspondent effectivement à la joie en musique, même dans la musique occidentale. Bon, c'est le caractère, effectivement, largement sautillant et rythmique de la joie qui fait que c'est joyeux. Et les Mafa, ils vont dire que pour eux, c'est joyeux. Voilà. Mais la musique triste, on ne saura pas. Alors, quand c'est bon, ça passe trop vite. Ça, c'est bien connu. Et ça, c'est un effet de modulation, effectivement, des émotions sur la perception du temps, qui a été étudié dans plusieurs travaux et qui montre que si on vous produit une émotion musicale, et d'autant plus une émotion plaisante, donc en musique, eh bien, vous allez avoir une perception du temps qui se raccourcit, c'est-à-dire que vous avez l'impression que le temps passe plus vite. Hein. C'est un phénomène classique, mais qui a pu être étudié expérimentalement. Et on montre aussi que, en fonction, en fin de compte, de la familiarité que la musique a pour vous et aussi du caractère plaisant de la musique, eh bien, vous allez avoir une capacité de synchronisation de votre pas. Si on vous demande de marcher sur la musique, eh bien, si la musique est d'autant plus intéressante pour vous et d'autant plus familière, votre synchronisation est aussi meilleure. Et ça, ce n'est pas surprenant non plus. Alors, l'hypothèse de la synchronisation physiologique. C'est clair que le simple fait d'écouter de la musique donne envie de bouger, de danser. C'est également vrai chez l'animal. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'attend à ce qu'une partie de l'explication du pourquoi la musique nous relaxe, pourquoi, en fin de compte, on peut utiliser effectivement la musique pour faire des séances de relaxation musicale, c'est qu'on va avoir une captation
hein, par le système nerveux, donc le système donc parasympathique, et avec, je dirais, donc un effet cardiovasculaire, de la synchronisation de la musique sur notre corps, hein, notre cerveau et notre corps. Parce que quand je dis notre cerveau et notre corps, c'est que pour que cette synchronisation se passe, il faut que ça passe par le cerveau d'abord. Je pense qu'il faut le rappeler parce que s'il y a des lésions cérébrales, ça ne se passe pas. C'est-à-dire s'il y a des lésions centrales, cette synchronisation ne va pas se faire. Donc c'est d'abord en centrale et ensuite, effectivement, le fait qu'il y a un phénomène de synchronisation en centrale produit en fin de compte le phénomène de synchronisation après, donc externalisé au niveau cardiovasculaire. Ici, on observe bien entre l'échantillon du groupe où la musique ne bouge pas du point de vue du tempo, et là, la musique est de plus en plus lente et relaxante. Bah, on a ce phénomène de courbe en U qui est classique. Hein, donc, en fait, courbe en U, ici, de la tension artérielle des petits rats. Donc, en fait, c'est des rats à qui on fait écouter en fin de compte ces musiques et dont le rythme cardiaque et la tension artérielle diminuent. Donc, ils sont sensibles aussi à cet effet-là. Et non seulement ils sont sensibles à cet effet-là, mais quand on leur fait écouter de la musique, et notamment, vous savez que vous avez tous entendu parler de l'effet Mozart et de ces travaux qui ont utilisé donc, le morceau donc pour double piano, hein, donc, que Shell, c'est le 448, je crois, de Mozart. Bon, à chaque fois, on obtient chez l'animal quelque chose. Donc, quand c'est utilisé, je dirais, sans que ce soit un stress, quelque chose qui est assez surprenant, hein, c'est l'augmentation de la création de nouveaux neurones, notamment dans les structures hippocampiques, c'est-à-dire on stimule la neurogénèse. Alors, ça, c'est un petit peu intriguant, parce que, évidemment, Mozart, pour ces animaux, que ce soit des souris ou des rats, ce n'est pas un objet culturel qui est d'une évidence folle. Hein. Donc, c'est ça la... Alors, comment on l'explique que l'écoute de ça, et là, dans ce que je suis en train de vous montrer, l'illustration, quand c'est cette musique-là à l'endroit, création de nouveaux neurones à fond. Quand c'est cette musique-là à l'envers, c'est-à-dire à partir de la fin, on a un petit effet, mais qui est beaucoup moins ample. Donc, c'est parce que c'est déstructuré. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment, en fait, même chez ces animaux, pour qui cette musique n'est pas un objet culturel, une captation, en fin de compte, de la structure rythmique, de la structure mélodique. Et vous savez que, bon, là, clairement, on a des arpèges qui montent, qui descendent, etc. Et ça va très vite. Et il y a un effet, en fin de compte, d'entraînement neuronal qui est assez bien documenté. Donc, les animaux sont sensibles à la musique et leur cerveau, effectivement, répond à ces phénomènes de synchronisation. Et notamment, ici, c'est un travail qui est assez récent, qui date de moins de 2 ans, où les auteurs montrent que, alors c'est toujours en plus avec ces musiques de Mozart, enfin ces extraits, parce qu'ils ont voulu prendre effectivement la musique de référence. Hein, alors, heureusement, il y a des travaux qui ont essayé quand même d'autres types de musique. Mais là, en fait, avec cette musique de référence, c'est des temps, en fin de compte, de stimulation qui sont modifiés. Et ils regardent comment, en fin de compte, les animaux récupèrent d'une lésion cérébrale provoquée dans les régions motrices. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la musique va, en fin de compte, stimuler la réorganisation cérébrale, c'est une chose, mais la reconstruction du cerveau. En fin de compte, aide en fin de compte à la reconstruction du cerveau. Donc, il y a plein de travaux aujourd'hui, si vous voulez voir un peu de quoi il retourne. Je masque les commandes. Là, en fait, vous avez, par exemple, cette petite revue de littérature qui reprend, donc elle date déjà de 2018. Hein, donc, en fait, ce sont des travaux qui sont de plus en plus nombreux. Hop. Alors maintenant, on a même des travaux en épigénétique, en génétique et en transcription génétique qui montrent que l'expression de vos ARN messagers est modulée par l'écoute de la musique ou le fait d'en faire.
Alors, les ARN messagers, c'est en fin de compte, c'est ce qui vous permet, hein, au niveau génétique, donc ce sont les mécanismes cellulaires qui vont permettre de donner des directives à vos cellules en disant bah, toi, il faut que tu augmentes ton activité, toi, il faut que tu baisses ton activité. Et quand on fait écouter de la musique, ben, on va avoir des régulations, une augmentation, c'est-à-dire un message d'augmentation en fin de compte de l'activité cellulaire pour un certain nombre de gènes qui codent pour la sécrétion de dopamine. On n'est pas surpris par rapport à la musique. La neurotransmission synaptique, les capacités d'apprentissage et de mémoire, donc bien sûr tout ce qui se réfère effectivement aux capacités vocales de chant et d'écoute, et puis aussi à la neuroprotection et à la neurogénèse. Alors donc, ces travaux liés à l'effet épigénétique de la musique sont donc des travaux qui sont nouveaux. Donc, si ça vous intéresse, il y a de plus en plus de revues autour de cette question. Et ici, donc une revue assez récente et donc qui essaye de résumer en fait tous les nouveaux marqueurs, hein, on pourrait dire tout ce qu'on peut mesurer donc autour de l'impact de la musique par rapport effectivement à l'impact neurologique, par rapport à des aspects psychophysiologiques. Hein, je vous ai parlé de la respiration, du stress, hein, j'aurais pu parler du cortisol, de la baisse du taux de cortisol, etc. Il y a de plus en plus de travaux sur aussi l'augmentation des taux, en fin de compte, liés dans le sang à votre capacité immunitaire, hein, donc le fait que ça augmente votre immunité. Et de plus en plus de marqueurs génétiques qui sont étudiés et de régulation génétique qui sont étudiés pour rendre compte du fait que la simple écoute de la musique, pas seulement le fait d'en faire, a un impact sur notre corps, sur notre cerveau et notre corps de manière globale, sur les cellules de notre corps. Et c'est un peu ce qui manquait, c'est un peu le chaînon manquant qu'on n'avait pas pendant longtemps, c'est-à-dire que les études de neurosciences cognitives montraient que le cerveau s'activait là ou là, bon, ok, très, très, très sympa, mais d'aller un peu plus loin sur, en fin de, quelles étaient les conséquences, en fin de compte, de ces activités cérébrales sur la physiologie de l'ensemble du corps, par rapport au fait qu'on prend du plaisir à l'écoute de la musique ou qu'on synchronise avec la musique. Donc, en fait, si je veux résumer tout ça, clairement, on peut résumer effet émotionnel, effet du rythme et les liens avec le corps et de synchronie un peu à l'effet de jogger de la musique. Autrement dit, on a un effet de synchronisation physiologique. Hein. Quand on court et qu'on écoute de la musique, on essaie de se mettre je dirais, sur la pulsation, sur le tempo, hein, pour soutenir son effort. Et puis, le fait de prendre plaisir à écouter de la musique qu'on aime bien va libérer des endorphines, etc. Ça va nous permettre effectivement de soutenir davantage l'effort par le fait d'avoir à la fois une attention détournée de la douleur et en plus de baisser en fin de compte la sensation douloureuse par la libération d'endorphines dans le cerveau, qui donne un sentiment de bien-être. Ce qui est un petit peu un piège d'ailleurs, parce qu'il y a des marathoniens, des coureurs qui, avec l'écoute de la musique, ne font plus attention, ne sont plus à l'écoute de leur corps de manière, je dirais, transparente. Et donc, la musique leur permet de soutenir un effort au-delà un peu du raisonnable et d'aller jusqu'à la rupture. Donc, la libération d'endorphines, c'est vraiment des choses qu'on attend pour les soins palliatifs, l'Alzheimer et la prise en charge des AVC. La synchronisation physiologique, les exemples qu'on peut donner d'applications cliniques, c'est le Parkinson, l'aphasie avec la désinhibition des troubles du langage ou la dyslexie. Et en fait, il n'y a pas d'opposition à faire, hein, clairement, entre l'hypothèse émotionnelle et l'hypothèse, effectivement, de synchronisation auditivo-motrice. C'est vrai que la simple écoute de la musique stimule la boucle auditivo-motrice qui est en synergie en fait avec le circuit de la récompense. Et c'est ça qu'il faut voir dans le cerveau, c'est que le phénomène d'entraînement moteur et de synchronisation. Il y a des micros ouverts là, voilà. Et donc les paramètres temporels de la musique permettent une stimulation, une synchronie des rythmes neurovégétatifs. Et je pense que ça, c'est un point
évidemment que vous le saviez, hein, je ne vous ai rien appris de nouveau, hein, en définitive, là, d'une certaine manière. Vous saviez que la musique avait cette capacité d'entraînement, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des nouveaux marqueurs, de nouvelles approches qui permettent de pouvoir faire des mesures objectives, de croiser, en fin de compte, aussi en clinique, ça peut être intéressant, les observations cliniques et ces paramètres objectifs donc de l'effet sur le corps et sur le cerveau. Alors, bien sûr, si on dit qu'il y a des liens entre musique et corps, si on se dit que la musicothérapie, c'est sympa, la danse-thérapie, ça doit être encore plus sympa, potentiellement. Évidemment que ça va ensemble. Il y a des travaux qui montrent bien donc des effets de la prise en charge par la danse. Donc ici, un exemple où il montre que notamment, il y a une augmentation de la densité de neurones dans l'hippocampe à la suite d'une prise en charge en danse-thérapie. Mais en définitive, l'augmentation de l'hippocampe, on l'observe aussi avec juste en fait, l'écoute de musique, etc. Donc, ce que les travaux par la danse montrent, c'est que, évidemment, on optimise potentiellement, mais ce n'est pas applicable dans évidemment dans toutes les populations cliniques, hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'AVC, Parkinson, la danse doucement, hein, donc les soins palliatifs, c'est clair, on ne danse pas. Donc il y a tout un tas de contextes cliniques et les patients Alzheimer à un stade avancé, la danse, c'est plus compliqué. À un stade débutant, c'est super intéressant par contre. Hein, donc il y a des contextes cliniques où évidemment la danse va avoir ses limites. Mais je dirais, il y a de la danse immobile, hein, donc c'est-à-dire, vous avez compris, hein, la musique, ça nous entraîne, hein, ça nous entraîne parce que, bon, je ne l'ai pas rappelé parce que c'est trivial, hein, évidemment, étymologiquement, émotion, c'est lié au mouvement, hein, donc émovere, hein, donc le mettre en mouvement. Bon, au moins, on est d'accord, mettre en mouvement, c'est une réalité pour la musique. On met en mouvement à la fois d'un point de vue émotionnel et neurochimique, et on met en mouvement d'un point de vue vraiment corporel. Et cette réalité-là, elle est de plus en plus accessible aussi à des études expérimentales assez pointues. Alors, je vais terminer avec une petite illustration des experts du temps. Les experts du temps chez des musiciens de jazz. Donc, et là, ça atteint des niveaux, évidemment, qui sont assez extraordinaires. Alors, je ne sais pas où j'en suis là. Ouais, voilà. Allez, on y va. Merci à vous. Merci, Monsieur Platel pour cette plongée là, dans le cerveau qui aime le groove. Hein. Il nous reste quelques minutes là, pour partager avec la salle des questions. Et je crois qu'il y a aussi une question en distanciel. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être une question dans la salle d'abord? Une remarque? Une question de Julie.
La dimension neuroscientifique a fait avancer la prise en charge de la schizophrénie. Pensez-vous que la musique pourrait aider à la remédiation cognitive de ces patients? En fait, voilà, je suis désolé. Donc, qui est-ce qui a posé la question? C'est Julie. Alors, Julie. Oui, c'est une très bonne question parce que je n'ai pas du tout parlé de santé mentale et d'application à la santé mentale. J'aurais pu parler de l'autisme déjà parce que l'aspect de synchronisation et d'entraînement chez les patients autistes, donc pour les sortir de leur bulle, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui est important. Dans la schizophrénie, encore très peu de travaux, mais des travaux embryonnaires qui semblent prometteurs aussi sur la manière dont la musique, alors, elle peut être utilisée à plein de niveaux différents. Et notamment, on a une expérience, là, il y a un étudiant en neuropsychologie qui fait des ateliers musicaux, qui est en train de mettre en place des ateliers musicaux au centre Esquirol, donc à Caen, auprès de schizophrènes ou de personnes qui ont eu un premier épisode d'hallucination. En fait, son atelier, c'est un atelier d'improvisation musicale. Et l'idée, c'est de faire travailler effectivement les capacités de contrôle et d'improvisation chez les schizophrènes, et puis de les aider effectivement à être plus en capacité à être dans le contrôle aussi de leurs propres pensées grâce à ces ateliers-là, et peut-être aussi de les aider à faire le distinguo entre leur discours intérieur et le fait qu'il y ait une bonne attribution de leur discours intérieur par rapport à éventuellement des voix qu'ils pourraient entendre. Donc oui, il y a des applications à la schizophrénie, mais qui sont encore assez modestes avec cette approche, je dirais, plutôt neuroscientifique. Il n'y a pas forcément besoin de questions. Mon but, c'était que vous donniez un petit panorama, et que vous ouvrez des perspectives, et puis que ça puisse résonner avec les exposés qui vont vous être présentés juste après. Une autre question de Sarah. Bonjour, j'ai un patient qui a eu un trauma crânien. L'hippocampe est altéré. Sa mémoire à court terme ne fonctionne pas, mais il se rappelle les nouvelles chansons qu'on fait ensemble. Vous avez parlé de la densité de l'hippocampe. Pouvez-vous expliquer plus ou donner un livre qui permette d'approfondir? Merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris, parce que dans la question de Sarah, elle dit bien que son patient, il est capable de mémoriser des nouvelles mélodies. C'est ça. Mais il a des troubles de la mémoire de travail, ce qui n'est pas incompatible, effectivement. C'est un peu surprenant, parce qu'on dit souvent qu'il faut avoir une mémoire de travail active pour que ça passe dans la mémoire à long terme. Mais en fait, il y a plein d'observations qui montrent en neuropsychologie que notamment l'effet de répétition permet un ancrage, même si la mémoire de travail est assez défaillante. Alors après, pour revenir sur l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est compliqué parce que en fait, on dit souvent que l'hippocampe, donc ce sont les structures d'entrée et de sortie de la mémoire, mais c'est surtout vrai, en fin de compte, pour la mémoire associative, c'est-à-dire la mémoire à long terme qui va vous permettre de recoller à la fois les dimensions temporelles, les dimensions spatiales de l'information et les détails phénoménologiques liés à un souvenir. Donc, quand vous avez besoin de retrouver un contexte lié à un souvenir, à une connaissance que vous avez sur le monde, vos hippocampes sont essentiels. Par contre, vous n'avez pas forcément besoin des structures hippocampiques pour simplement avoir la mémoire d'une mélodie. Si, en fin de compte, vous n'avez que cette mémoire de mélodie en dehors du contexte. C'est un peu, en fait, on peut apprendre plein de choses sur le monde sans avoir besoin de les recontextualiser, et on sait plein de choses sur le monde sans avoir besoin de les recontextualiser. C'est ce qu'on a montré, nous, avec aussi les patients Alzheimer à un stade avancé. Ils ont l'hippocampe qui est complètement détérioré par la maladie, et pourtant, on a réussi à leur faire apprendre des nouvelles chansons, de nouvelles mélodies. Et donc là, en fait, clairement, cet ancrage passe en dehors de l'hippocampe. Donc, par les régions corticales externes, par l'effet de répétition, ça arrive à s'ancrer, mais de manière inconsciente, c'est-à-dire que ces patients, ils ne sont pas capables de retrouver le contexte dans lequel ils ont appris, en fin de compte, ces informations, et pour eux, ces informations ont le même statut que des souvenirs anciens, enfin que des connaissances anciennes. C'est la même histoire que si je vous dis, vous savez que la tour de Pise est en Italie. OK, la tour de Pise est en Italie.
et la tour penchée. Hein, je pense que tout le monde connaît la tour de Pise. Et donc, si je vous dis ça, c'est une connaissance que vous avez sur le monde. OK, la tour de Pise est en Italie. Peut-être que vous y êtes allé. Alors là, vous pouvez avoir un souvenir, un contexte. Mais si vous avez effectivement juste cette connaissance, vous l'avez, elle n'a pas forcément besoin de l'hippocampe pour se réactiver, parce que la tour de Pise est en Italie, c'est une connaissance qui est sans contexte. Autrement dit, je pourrais vous poser la question, est-ce que vous vous souvenez, en fin de compte, du jour, de l'heure, du contexte dans lequel on vous a appris cette information dans votre vie? Sans doute qu'il y a eu un moment où ça s'est passé. Mais en fait, ça a été complètement, en fin de compte, oublié. Donc, la mémoire ne se réduit pas à l'hippocampe, ce qui est cependant très important.